le syndrome de Wendy. C'est la fille en fait qui se rend indispensable. Elle investit en fait le rôle de mère nourricière, mais qui peut devenir la mère étouffante et qui peut devenir aussi la servante. Donc c'est un syndrome qui touche surtout les femmes. Et Wendy, quand elle était petite, elle a appris 3 choses. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé et bon matin à tous. Bon matin, Philippe. Avec Karima Chadi, psychothérapeute, coach parental et familial et praticienne en constellation familiale. Oui. Non, je dis ça parce que l'émission qu'on a faite sur les constellations familiales n'en finit plus de faire du bruit. Tant mieux si ça peut aider. On en fera une autre, on fera constellation familiale saison 2. Voilà. Ah oui, on va faire ça. On va faire ça, Karima. Je pense qu'on a suffisamment à dire pour la saison 2. Oui, je pense. Alors Karima, ça passe pas à la radio, mais partagez avec nos auditeurs. Vous êtes venu avec votre boisson. Oh, tout de suite, Philippe. Détoxifiante. Détoxifiante. Oui, c'est ma boisson. Elle me fait beaucoup de bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dedans, il y a de la sauge, de l'anis et du fenouil. D'accord. Et donc, ça m'aide dans la journée par rapport aux bouffées de chaleur, au gonflement. Ils vont tout savoir de ma vie. Mais est-ce que ça fonctionne? Non, c'est important. Oui, ça fonctionne. Bon, voilà, c'est ça. Oui, ça fonctionne. Ça fait, franchement, ça me fait beaucoup de bien. Ça fait du bien à ma lymphe aussi. Alors, ne me demandez pas comment, mais en tout cas, j'arrive je ne fais pas de rétention d'eau avec. Voilà. Bien. Donc, c'est très bien. Mais alors, tout est dans le même sachet ou c'est vous qui préparez? Non, tout est dans le même sachet. Je les ai trouvés, en fait. J'ai cherché partout. Je voulais avoir ce mélange-là. Et la sauge pour ses bienfaits purificateurs. Et aussi qui calme les bouffées de chaleur. L'anis et le fenouil aussi, donc pour tout ce qui est rétention d'eau, pour les gonflements aussi, vous savez, quand on gonfle et donc des fois on est mal à l'aise et très mal avec soi-même et avec son corps, et donc ça permet vraiment de pas être gonflé, de pas être parce qu'arrivé à un moment de la journée, moi je gonfle, c'est ça. J'ai beau, même si je mange pas, même si je mange. Non, mais attendez, parce que je vous en fais parler parce que personne n'en parle jamais. Hein. Oui, ça fait partie des choses qu'on n'aborde jamais. Oui, on n'aborde pas parce que c'est tabou et parce qu'on peut pas dire. Vous savez, c'est au moment de la journée où tout ce que vous portez, vos sous-vêtements vous serrent et puis vous dites mais c'est pas possible. Ce matin ça se passait bien. Et là, il y a tout qui déborde, qui gonfle et on se sent pas très bien. Et donc on n'en parle pas, on n'ose pas en parler. C'est tabou. Et moi j'avais trouvé une émission là-dessus d'ailleurs et j'avais trouvé ce complexe-là, ce mélange de fenouil, anis et sauge qui était qui faisait beaucoup de bien. Donc, mais ne pas en parler, c'est aussi dire à toutes celles qui le vivent qu'elles sont toutes seules. Exactement. Donc là, c'est dire non, vous n'êtes pas toutes seules. Moi, en tout cas, je le vis, je le partage avec mes sœurs et toutes mes sœurs. Mais quand je dis mes sœurs, c'est toutes les femmes. Parce que vous avez beaucoup de sœurs. Hein. Moi, j'ai beaucoup de sœurs. Oui, moi j'en ai 4. En vrai, oui, 4 sœurs. J'en ai 4. Voilà. Toutes les femmes qui nous écoutent. Et puis toutes celles qui nous écoutent, exactement. Et nous allons parler du syndrome de Wendy ce matin, sujet qui nous a été inspiré par une auditrice de Beurre FM. Exactement. Alors, Shkoun Wendy. Alors Wendy, pour ceux qui connaissent, qui lisent les contes, Wendy c'est un des personnages du conte de Peter Pan, Donc le Peter Pan et les enfants de l'île perdue ou l'île mystérieuse, je sais plus. Donc il a été repris par Walt Disney. Donc c'est un conte qui raconte en fait l'histoire de plusieurs enfants. Et notamment Peter Pan, avec lequel ils vont partir dans le monde imaginaire. Et Peter Pan, en fait, il a la particularité de ne pas grandir, de ne pas vieillir, et qui reste un jeune adolescent. Et Wendy, c'est celle qui est avec lui, et qui est en fait la gardienne, en quelque sorte, la nourricière de ses enfants, qui s'occupe de ses enfants, qui est un peu la maman. Mais elle est plus vieille qu'eux ou pas? Moi, je pense qu'elle est plus vieille. Ouais. Moi, je pense qu'elle est plus vieille parce qu'elle est représentée. Mais c'est quand même une ado. Oui, oui. Moi, je pense qu'elle doit avoir 14 ans, 15 ans, pas plus. Après, comment elle est représentée, elle s'occupe de ses petits frères. Elle s'occupe de Peter Pan, et puis c'est un peu en quelque sorte un garde-fou, un peu la voix de la sagesse. Et on va, ce qui nous a, comment je vais dire ça, ce qui nous a inspiré en fait à parler de Wendy et à aller
notre amie Wendy et de découvrir en fait ses traits de personnalité et de découvrir en fait comment est-ce qu'elle en est arrivée là, c'est par rapport à cette fille, cette gentille fille. Vous vous rappelez quand on avait fait l'émission la fois dernière sur libérez-vous du syndrome de la fille, la gentille fille ou de la fille ingrate. Oui. On va voir en fait que Wendy, il y a les côtés positifs, le côté lumineux, mais il y a aussi le côté sombre, le côté obscur de cette jeune fille, cette jeune femme qui veut s'occuper de tout le monde et qui se rend indispensable auprès de tout le monde. En fait, elle occupe un rôle qui n'est pas un rôle de son âge, puisque elle va jouer le rôle des parents. En fait. Elle va jouer le rôle des parents, exactement. Des parents, et donc on va partir du présupposé que peut-être que ces parents sont défaillants. Quand on dit défaillants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas combler les besoins de leurs enfants. Et le Wendy, donc ça vient, donc on l'a dit, du conte Peter Pan. Et c'est un psychologue. Alors, redites-moi le nom, Philippe. Dites-moi le nom. Dan Kiley. Dan Kiley, voilà. Dans les années 80, c'est lui qui avait parlé du syndrome de Peter Pan. C'est lui qui avait théorisé donc d'abord le syndrome de Peter Pan pour ceux qui ne veulent pas grandir, voilà, prendre de responsabilités. Et ensuite, il a développé dans les années, toujours un peu après, quoi, en 1983, le syndrome de Wendy, en disant que c'est la fille en fait qui se rend indispensable. Elle investit en fait le rôle de mère nourricière, mais qui peut devenir la mère étouffante et qui peut devenir aussi la servante. Mmh. D'accord ? Et donc en fait, donc c'est un syndrome qui touche surtout les femmes. Et Wendy, quand elle était petite, elle a appris 3 choses auprès de sa famille, qu'on ne peut l'aimer que si, et seulement si, elle comble les besoins de sa famille, des membres de sa famille. Donc ça, c'est la première. Donc il y a 3 choses, en fait, comment naît ce syndrome, donc la psychogénèse de ce syndrome. Le premier, c'est que je dois combler les autres. Je suis responsable du bonheur des autres et de combler leurs besoins. Même s'ils n'ont rien demandé. Même s'ils n'ont rien demandé, exactement. Ça, Le deuxième syndrome, c'est mes besoins n'ont pas besoin d'être comblés, dans le sens où c'est secondaire. Je n'en ai pas besoin. Donc on va trouver... Au départ, quand elle est enfant, elle pense vraiment qu'elle n'en a pas besoin. Mais quand elle grandit et qu'elle réalise quand même qu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés, qui ne sont pas satisfaits, elle va être dans le déni. C'est quoi le déni ? Ça n'existe pas. Par exemple, quelqu'un qui a chaud. D'accord ? Vous pouvez dire « Oh, j'ai chaud, on a besoin d'ouvrir la fenêtre. Donc, j'ai besoin d'air. » Donc, elle va vous regarder, elle ne va pas dire qu'elle a besoin d'air ou besoin de respirer ou qu'elle a chaud, tout simplement. Elle va simplement dire « Ça va, t'as pas chaud ?» Et donc, vous allez dire oui, c'est vrai, t'as raison. Et elle va ouvrir elle va précéder ton envie, quoi. Elle va précéder ton envie et elle est dans une anticipation des besoins des autres. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que c'est vraiment un don. Le problème avec ça, c'est quoi ? C'est qu'on ne laisse pas l'autre faire ses propres expériences. On ne laisse pas l'autre formuler une demande. On ne laisse pas l'autre grandir et prendre responsabilité de ce qui se passe en lui et de comment il doit combler ses besoins et comment il peut combler ses besoins. Donc ça, c'est problématique. Donc c'est pour ça que le syndrome de Wendy, il est souvent dans des relations fusionnelles. Il est souvent dans des relations de codépendance. Il est souvent dans des relations où il se rend... C'est quoi la codépendance ? On va expliquer tout ça. On va expliquer tout ça, Philippe. Elle est souvent dans une relation de « je me rends indispensable ». Vous savez ? Donc, il ressemble un peu au syndrome de la mer méditerranéenne, de toute façon, et de la mer un peu étouffante. Donc, c'est la nourricière, mais la nourricière, une fois qu'elle a dépassé vous voyez, il y a 2 polarités, les 2 polarités. Donc, il y a la nourricière ici qui est lumineuse et qui donne son lait et qui nourrit de son amour, de sa sollicitude, bref. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'étouffante, celle qui est vraiment l'araignée, quoi, la mer araignée, le règne de la mer. Vous voyez, la mère araignée, vous savez, et vous connaissez mon goût pour le langage des oiseaux. Les oiseaux, oui. Exactement. Donc, c'est vraiment une histoire de c'est mon territoire, c'est mon domaine, et moi, je sais comment mes sujets ce dont ils ont besoin. Je sais comment combler leurs besoins. Et donc, du coup, le curseur, où est-ce qu'on le place ? Donc, on doit rechercher l'équilibre. Bien sûr qu'on est nourricière quand
on a à notre charge des enfants. On doit s'occuper d'eux, les nourrir, faire en sorte qu'ils soient en sécurité, protégés, mais il ne faut pas les surprotéger, au risque de les étouffer, au risque de les empêcher de grandir. Et c'est ce qui se passe. De ne pas les autonomiser. Et de ne pas les autonomiser, exactement. C'est-à-dire de les garder sous notre coupe. Et donc beaucoup de mères, de femmes qui sont... Enfin, moi j'en suis une, de Wendy. Ah. Oui, je me disais bien. Oui, de toute façon, maintenant, on ne va plus le cacher, tout le monde le sait. Moi, je suis une Wendy, je dis souvent une névrosée sauveuse, je ne fais pas mon métier par hasard. Oui, parce que la Wendy pourrait ressembler au sauveur. Oui, absolument. Au sauveur, et donc c'est une névrose, parce qu'on l'a appris quand on était petit, on a eu de l'attention que quand on se met au service des autres. Au début, j'ai commencé par... j'ai parlé de... Je ne peux être aimée, je ne peux avoir d'attention que si et seulement si je comble les besoins des autres. Je ne peux avoir de l'attention des autres que si je donne. Et donne. Donc elle n'a pas appris à recevoir. Parce que la plupart du temps, ensuite, quand elle vieillit, quand elle grandit, elle n'a pas l'habitude à ce qu'on s'occupe d'elle et qu'on fasse attention à elle. Et donc, donner, recevoir, c'est problématique pour elle. Elle sait donner, mais elle ne sait pas recevoir. Et le troisième point, c'est que, comme je l'ai dit, elle est dans le déni de ses besoins à elle, d'accord ? Et je ne peux être acceptable et aimée des autres que si je m'occupe d'eux et que je m'en occupe d'une manière parfaite. J'anticipe leurs besoins. Vous voyez ? Donc, c'est la perfection qui peut être pathologique. Oui, parce que finalement, la perfection va amener le contrôle. Donc de vouloir contrôler les autres et que ça fonctionne de la manière dont on le souhaite. Et il faut que ça aille comme moi je veux, en fait. C'est ce qu'elle se dit. Et avec Karima Chadi, nous parlons aujourd'hui du syndrome de Wendy, le syndrome des personnes qui s'investissent démesurément, parce que ça c'est important, dans des rôles altruistes. Oui, alors justement, c'est pour ça, Philippe, c'est bien que vous dites d'employer ce terme, parce qu'en fait, c'est une fausse altruiste. On pense que c'est quelqu'un qui est vraiment désintéressé, qui veut faire le bien, qui veut rendre service, qui est imbibé, imprégné de bonté. Mais en fait, ce n'est pas désintéressé. C'est parce que c'est ce qui lui permet d'exister. Parce que la plupart du temps, c'était une invisible. Cette Wendy, elle est invisible au sein de la famille. Elle arrive peut-être dans la fratrie. Vous savez, quand on parle en thérapie familiale, le premier, c'est le héros, le deuxième, le mouton noir, le troisième, le clown ou la mascotte, et puis après, on reprend par rapport à... Ça, c'est les enfants de leur des place rôles, dans la fratrie. De la place et des rôles auxquels ils sont un peu assignés ou avec lesquels ils s'habillent, quoi, en fait. Et généralement, donc, cette Wendy, elle a trouvé, en fait... la brèche, quand je dis la brèche, c'est-à-dire comment elle va s'investir et comment elle va se rendre indispensable au sein de la famille. Donc c'est la personne qui va s'occuper des rendez-vous médicaux, c'est la personne qui va s'occuper des déclarations d'impôts, des feuilles de soins à l'époque. Vous vous rappelez, moi je me rappelle, j'avais horreur de ça. Et si je me trompais, alors là je m'en prenais une. À l'époque, je me souviens, les feuilles de soins, là, les feuilles marron, là, les formulaires CERFA. Les formulaires, exactement. Quelle horreur quand j'y repense. Ça existe encore. Hein. Ouais, enfin, il n'y en a plus beaucoup parce qu'il y a la carte vitale. Mais... Oui, mais on les utilise encore. Et donc, de remplir ces papiers, c'est elle qui va s'occuper de faire les courses. C'est elle qui va s'occuper, en fait, du bien-être des autres. Et comme elle s'occupe du bien-être des autres, elle prend, en fait, en quelque sorte, un peu le pouvoir de... C'est elle qui sait ce qu'il faut pour les autres. C'est elle qui sait ce dont ont besoin les autres. Voilà, j'ai l'impression que je ne sais même plus parler français. Ce dont ont besoin a besoin les autres. Oh là là. Non, si c'est les autres, c'est la fin de la journée. Je vous ai dit, je gonfle là. C'est l'heure là. Elle a une petite rasade. Karima. Bon, donc elle sait mieux. Ils vont vraiment nous prendre pour des malades, Philippe. Mais peut-être qu'il y a un fond de vérité. Voilà, on est un peu... Ah oui, ça c'est clair. De toute façon, notre excentricité, on l'assume, et puis notre différence et notre unicité. On va pas nous faire maintenant. Non, on va pas nous faire, surtout pas à notre âge. Donc, elle sait ce qui est bon pour eux. Elle sait ce qui est bon pour eux, donc elle va s'investir, elle va s'engager pour le bien-être des autres. Et donc, du coup, elle va attendre, en quelque sorte, tout à l'heure, je parlais en début d'émission de donner et recevoir, donc elle donne, et elle attend en retour.
Et le jour où, par exemple, elle peut demander, donc il va y avoir après un chantage affectif, un chantage dans le sens, oui, mais moi j'ai toujours été là pour toi. Imaginez qu'il y a un conflit ou une dispute, et donc elle va vous sortir tout l'inventaire de tout ce qu'elle a fait pour vous. D'accord ? Parce qu'elle a un petit carnet où elle consigne tout ce qu'elle a fait pour votre bien-être. Quand il y a eu telle histoire avec ça, heureusement qu'elle était là. C'est la sauveuse, c'est-à-dire qu'elle va venir vous rappeler que vous êtes redevable. Et donc, si la reconnaissance ne vient pas, alors là, vous passez à la moulinette. D'accord ? Parce qu'elle se rend, comme on l'a dit, indispensable. Donc, parce qu'elle sait. Elle sait. Elle sait ce que vous pensez, elle sait ce dont vous avez besoin, elle sait où vous allez aller, elle sait beaucoup de choses. Mais le problème, c'est qu'elle reste sur ses présupposés à elle et elle ne permet pas, ne laisse pas la place à l'autre. Et donc, elle va manipuler. Elle va manipuler en vous amenant à faire, en vous faisant ressentir coupable. Donc la culpabilité, elle va utiliser la culpabilité, elle va utiliser la loyauté, elle va utiliser beaucoup de leviers comme ceux-là qui vont faire que vous allez vous sentir redevable. Et dire, mais attends, mais... Et les autres vont lui répondre, mais on t'a rien demandé. Non mais la reconnaissance, elle viendra peut-être pas. Mais elle vient... Parce que les autres, voilà... n'ont pas demandé. Donc, exactement. Donc c'est normal pour eux. C'est normal pour eux et dire, elle s'est investie, c'est peut-être qu'elle a envie, peut-être que c'est son kiff, peut-être que c'est... Vous voyez ? Et donc du coup... Ça arrange tout le monde aussi. Non, ça c'est vrai. Souvent. Ça c'est clair que ça arrange tout le monde. Parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe de cette tâche. D'accord ? La place, on la laisse pas vide. Et donc elle voit, elle se dit, tiens, là, il y a un truc à faire, là. Donc du coup, elle va se rendre importante en utilisant justement ces méthodes-là, ces manières d'être avec les autres. Mais le problème, c'est que ça lui fait beaucoup de mal. Parce que finalement, elle pense qu'elle ne peut exister que si elle est au service des autres. Elle ne peut exister que si elle accepte que les autres viennent se décharger sur elle ou viennent leur raconter leurs histoires. Vous voyez ? Et donc, elle se dit, c'est comme ça qu'elle se sent exister. À être la béquille, à être la décharge. Moi, souvent, en accompagnant des femmes justement atteintes de ce syndrome, je leur dis, mais vous n'êtes pas une poubelle. Est-ce que vous êtes une benne à ordures pour récupérer toutes les douleurs et tout? Si c'est votre métier, oui, mais vous avez... Et en même temps, ça se fait dans un cadre. D'accord ? Mais parce que vous avez peut-être l'exemple, vous qui nous écoutez, de personnes... qui systématiquement recueillent la parole de gens qui vont pas bien. Oui, mais et on se demande pourquoi. Mais justement parce qu'elles ont une très très grande capacité d'écoute et une très grande qualité de cœur. Je veux pas qu'on la dépeigne comme étant que négative. D'accord ? C'est juste que sa névrose, en fait, elle n'a pas réussi à la transformer en compétence. Qu'est-ce que ça veut dire ? La personne, elle est déjà, donc elle a appris ça quand elle était petite. Je ne peux être aimée que si je suis au service des autres, que si je leur réponds à leurs besoins. Moi, mes besoins sont secondaires. Ou carrément, elle peut dire j'en ai pas besoin. Elle s'oublie. D'accord ? Elle s'oublie. D'accord ? Non, c'est pas elle s'oublie, Philippe. C'est pas pareil. Elle est dans le déni. Quelqu'un qui s'oublie, c'est quelqu'un qui est en fusion avec le monde, avec tout ce qui l'entoure, ou avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Mais quelqu'un qui est dans le déni, c'est-à-dire qu'il voit qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, mais il va dire non, ça n'existe pas. Donc, il le cache. Pourquoi ? Parce que ça peut être très douloureux. Quelqu'un qui oublie, qui est dans l'oubli de lui-même, par exemple, c'est quelqu'un il n'a même pas conscience qu'il est un être à part entière et qui a des besoins. Vous voyez, le déni, je sais que j'ai des besoins, mais je vais trouver une manière subtile, une manière transverse de combler ses besoins à travers l'autre. Vous voyez la différence ? Donc, elle va manipuler, comme je l'ai dit. Donc, et oui, je voulais revenir sur les points positifs. C'est que ça part vraiment de personnes qui ont des grandes qualités humaines, qui ont une grande bonté, une grande générosité. Mais seulement, on ne leur a pas appris à mettre cette générosité à leur service d'abord. Il faut qu'elle soit utile pour eux avant qu'elle soit utile pour les autres. C'est comme toute chose. Si ce que je fais, ce que je dis ne m'est pas déjà utile à moi-même, je ne peux pas... c'est comme si, en fait, vous recevez un don et que vous, ou quelque chose, par exemple un cadeau, ou un parfum, par exemple, et vous parfumez pas avec. Vous dites non, c'est que pour les autres. C'est-à-dire que vous vous interdisez de l'utiliser. Elle vous plaît ma métaphore ou pas, Philippe ? Elle est très bien. Elle est très bien ? Elle est très D'accord. Bien. Donc elle va voir Mais parce qu'elle ne le mérite pas. Mais justement, c'est ce qui m'amène, c'est super à transition, ce qui m'amène sur l'estime de soi. C'est ce qui vient altérer son estime d'elle-même. Et donc, qui va l'amener vers
le burn-out, la dépression, la charge mentale, la charge aussi émotionnelle et le besoin en fait de contrôle. Elle va avoir besoin de contrôler les autres parce que ça va lui redonner, elle aura l'impression que ça lui redonne un peu de pouvoir. Donc ça c'est en famille et dans le couple aussi. D'accord ? Donc elle va empêcher dans le couple. Alors là c'est différent. C'est la femme qui joue le rôle de la maman de son mari. Oui, de son mari. Donc on n'est plus sur un pied égalitaire. Deux partenaires, deux je vais utiliser un mot pas collaborateur parce que je ne sais pas quel mot utiliser. C'est-à-dire on est dans la co-création. Voilà, je vais dire plutôt comme ça. Dans la co-création, on co-crée ensemble cette relation. D'accord ? Et bien là, non, elle se met en position haute, elle va dire c'est moi qui contrôle la relation. Et donc, elle va materner, elle va être une deuxième maman pour son mari. Elle va donc s'occuper de lui, faire tout ce qu'il faut et donc prendre toute la responsabilité en fait de comment fonctionne, comment avance, comment se crée la relation. Et ça c'est problématique, c'est-à-dire qu'elle ne donne à l'autre aucun pouvoir. Si ça fonctionne, c'est que l'autre y trouve un intérêt aussi. Mais ça c'est clair. Qui n'a pas envie d'être materné, Philippe ? Qui n'a pas envie de lâcher toutes les responsabilités, de rien porter sur son dos ? Moi, je connais pas quelqu'un qui se dit elle le fait, ok, elle gère. Elle gère. Vous savez, moi, de culture nord-africaine, on parle souvent de femmes. En arabe, on dit maraounos, une femme est maraounos, c'est-à-dire une femme et demie. Une femme et demie, ça veut dire que tu es capable, femme capable. Il y a des associations, d'ailleurs, une association que je connais qui s'appelle comme ça, les femmes capables. Capable de quoi ? De jouer à Atlas, porter le monde sur ton dos ? Non, c'est pas ce qu'on te demande. Porte-toi déjà toi, c'est déjà pas mal. Et porte des enfants, oui, c'est normal, parce que tu les portes en ton sein, tu deviens mère. Dans l'être mère, il y a le fait d'enfanter. Enfanter avec son cœur, enfanter avec son corps. D'accord ? Mais si tu vas aussi porter ton mari, quand je dis ton mari, ton conjoint, que tu deviens sa mère bis, tu es en train de l'infantiliser, tu es en train de lui dire qu'il n'est pas capable, tu es en train de lui dire que c'est toi qui gères tout et tu prends toute la place. Mais finalement, les Wendy, elles cherchent des partenaires immatures. Oui, mais parce que... Dans leur profilage, j'imagine qu'elles ne cherchent pas des mâles alpha. Non, elles ne cherchent pas des mâles alpha. Elles cherchent parce qu'elles se sentent exister que quand elles surprotègent, que quand elles sont là et qu'elles portent. Sinon, elles n'existent pas. Parce que c'est ce qu'elles ont appris quand elles étaient petites. Donc, il va falloir travailler avec elles et leur dire non, tu n'as pas besoin, laisse l'autre faire son expérience. Oui, mais il va se tromper, mais si ça va aller mal, mais il fait de la peine. Oh non, le pauvre. Non, on ne peut pas lui laisser faire ça. Donc, avec nos enfants, quand ils sont en train d'apprendre, ok. Mais avec le mari, c'est un adulte. Est-ce qu'elle réalise que c'est un adulte qui est à côté d'elle ? D'accord ? Donc, elle va choisir quelqu'un d'immature et puis pour peu que lui... qu'il cherche une autre mère ou qu'il a envie de reproduire la relation qu'il a eue avec sa mère ou qu'il l'a fantasmée avec sa mère, il va recruter lui aussi une Wendy. Et donc lui, ce sera un Peter Pan qui ne voudra pas grandir. Pourquoi rester dans le conte ? Mais ça, c'est illusoire, ça dure un temps. C'est-à-dire ? Ou ça dure tout le temps ? Ça peut durer tout le temps. Alors ça peut durer. Est-ce qu'à un moment donné, la personne, elle n'a pas envie de s'affranchir ou de se libérer, de grandir ? Mais ça coûte, Philippe. Au moment où elle réalise que peut-être qu'elle se remet en question, que c'est trop, c'est généralement quand elle est en surcharge émotionnelle, en surcharge mentale, voire à la limite de la dépression, c'est à ce moment-là qu'elle va se dire « Ouais, mais attends, mais moi, pour qui je fais tout ça ?» Et surtout quand elle voit aucune reconnaissance. Aucune reconnaissance. C'est comme si vous la tuez, quoi. C'est comme si vous lui plantez un couteau dans le cœur. Parce qu'elle va se dire « Mais moi, pour qui je fais tout ça, en fait ? Pour qui je fais tout ça ?» Et quand elle se remet en question, elle va dire oui, mais en fait, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû, là, à ce moment-là, j'aurais dû agir autrement, j'aurais dû faire autrement. Mais parfois, c'est un peu trop tard. Et quand est-ce qu'elle le réalise ? C'est quand le compagnon, par exemple, s'en va, où il dit ouais, mais moi, je ne veux pas me marier avec ma mère, quoi. J'ai réalisé que je me suis mariée avec ma mère. Mais moi, je voulais une compagne, je voulais quelqu'un qui chemine avec moi. Je voulais ah oui, d'accord, mais à quel moment tu me le dis ? À quel moment on réévalue notre relation, à quel moment on la fait évoluer, on la fait grandir. Et beaucoup de couples arrivent en consultation, mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, malheureusement. Donc, on peut en prendre conscience
et se dire ça coûte de changer ça, et donc parfois ça peut être la rupture. Et donc au moment quand on en prend réellement conscience, alors moi je suis pour la technique des petits pas, c'est-à-dire de commencer à changer les petites choses. Voilà, on parle du syndrome de Wendy ce matin avec Karima Chadi. Peut-être que vous vous êtes reconnu dans le portrait que Karima brosse des Wendy. Enfin, il y a des hommes aussi qui sont des Wendy. Oui, attention, ça s'appelle Wendy, mais ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Mais bon, il y a des hommes qui sont un peu comme ça. Hein. Oui, et un peu, et de plus en plus même. Hein. De plus en plus. Qui développent beaucoup plus de... je l'ai remarqué en fait depuis que, au niveau de l'éducation avec les enfants, on est plus dans cette bienveillance et dans cette... quand je dis bienveillance, je sais que vous n'aimez pas ce mot, Philippe, mais... non, c'est pas que je n'aime pas le mot. Ce que je n'aime pas, c'est l'usage qu'on en fait. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est bienveillant. Personne ne dit qu'il est malveillant, donc voilà, par opposition. Oui. Enfin, moi, quand vous voyez une campagne de publicité, Paris est bienveillant, bah oui, on peut imaginer que Paris est bienveillant, mais ça veut dire, à force d'utiliser les mots, c'est vrai, ils perdent leur. Ils perdent de leur. Et surtout quand on sait que derrière les gens sont super malveillants, en vrai, donc on se dit non, pour qui on nous. Oui. Bon, donc la bienveillance, on nous la met à toutes les sauces aujourd'hui. Exactement. Mais bon. Voilà, si vous voulez on en parle, Karim. Alors, on a dit qu'on allait donner les conseils. Des conseils. Moi, je vais juste terminer sur les Wendy, mais ces Wendy, elles sont souvent très perfectionnistes. Hein. Oui, très très perfectionnistes. Elles aiment parce que c'est le contrôle en fait. C'est leur manière en fait de prendre le pouvoir. Et de rendre les choses, c'est-à-dire qu'elle y trouve en fait de la gratification, c'est-à-dire de ce qui lui permet en fait de dire quand les choses sont bien faites et faites à sa manière, c'est-à-dire dans un cadre, vous voyez dans la série par exemple Desperate Housewives, mon anglais il est nul. Bon, non, mais c'est bien, on a compris la vous série avez compris dont vous parliez, ce qui est déjà pas mal. Dans Desperate. Dans Desperate. On est à Wistarla Lane, dans la rue, là, il y a une dame rousse avec une coupe parfaite, la mère parfaite. Ah, c'est une belle Wendy, elle. Hein. Donc, Brie Van de Camp, tout le monde a compris. Donc, qui incarne vraiment cette psychorigidité. Alors, toutes les Wendy ne sont pas toutes psychorigides. Elles sont contrôlantes, mais pas toutes psychorigides. D'accord ? Donc, elles ont des principes. C'est pour ça que si elles tendent vers la psychorigidité, elles deviennent en fait comment je vais dire ça, l'amie, la bonne amie. Vous savez, la bonne amie à qui je peux demander conseil et qui a vraiment un sens moral très pointu, très très sur les valeurs, très sur les principes. D'accord ? Quand elle se développe vers la psychorigidité. Et quand elle se développe vers pas la psychorigidité, mais qui est dans le contrôle aussi, hein, mais psychorigide mais pas contrôlante, contrôlante mais pas psychorigide, ça va, vous me suivez ? Donc elle va plutôt développer, elle va devenir l'hôtesse. Vous savez, l'hôtesse, celle qui sait recevoir, celle qui sait quoi poser à manger, comment manger, quelle fourchette utiliser, vous voyez ? Donc on est dans deux perfectionnismes de cette Wendy qui, elle, sait recevoir. Ça reste un modèle. Oui, bien sûr, ça reste un modèle. Mais beaucoup tendent vers ça. Donc c'est par rapport au perfectionnisme. Mais c'est la mère parfaite. Mais c'est la mère donc, parfaite. Elles tendent à être une mère parfaite. Oui, parce que c'est comme ça qu'elles se sentent exister, qu'elles se sentent mises en valeur. D'accord ? Et après, si vous avez le malheur de dire non, mais moi je fais comme je veux, non, moi je veux manger avec... je veux pas boire ma soupe dans une assiette creuse, je veux boire ma soupe dans un bol. Bon, dans le Maghreb, on fait comme ça, dans les bols. Ou non, je veux pas boire ma soupe avec la cuillère. Je veux boire ma soupe au bol direct. Voilà. Elle va dire, oh là là, mon Dieu, sacrilège. C'est meilleur au bol. Oui, bah après ça dépend. Hein. Après c'est plus. Moi j'aime bien commencer à la cuillère et après au bol. Terminer, tu sais, quand vous avez le harira, notamment la soupe marocaine, quand il y a moi j'appelle ça le kayas au fond, c'est-à-dire les pois chiches, les lentilles. C'est bientôt le ramadan. Tout ce qui est bon. Ah non, attendez, bientôt. Alors non, attendez. Mais c'est dans 3 mois. Non, c'est comme Noël. Les gens ils disent c'est bientôt. En septembre, ils disent c'est bientôt Noël. Ouais. Attends, c'est bientôt Ramadan. Oui, mais ça dépend. La notion du temps, comment est-ce qu'elle. 1er mars. Elle se décline chez nous. Oui, 1er mars, Inch'Allah. Bon, on était sur le perfectionnisme. Non, on était sur les cailloux au fond du bol.
Bon, alors Karima, comment se libérer justement mais honnêtement, Philippe, Oui. je pense authentiquement, les gens ils vont se dire, à mon avis, Karima, elle a bu un truc là. Mais C'est pas que de l'anis. Non, mais elle a bu un truc. Et de la- Est-ce que la sauge désinhibe? Non. Est-ce que l'anis et Non. le fenouil aussi? Ça se trouve, elle a mis de l'absinthe dedans. Non, mais moi, je pense que le goût d'anis, c'est de l'absinthe. C'est pas du tout... Bon, allez, on redevient sérieux. Bien. Donc, on va donner les astuces. Renouvelez vos intentions. Je renouvelle mes intentions et on va aller sur comment surmonter le syndrome de Wendy. Donc, une des pistes, la première, c'est vraiment apprendre à dire non. Parce que tout à l'heure, je parlais de donner-recevoir. Elle ne sait pas dire non, elle ne sait pas s'affirmer. Même si elle va y trouver du bénéfice quand elle va dire « Oh là là, regarde, c'est moi qui ai fait ce super gâteau. Regarde, t'as vu comment j'ai préparé la pièce pour accueillir. T'as vu ce que j'ai fait. Heureusement que je suis là. Oh là là, je sais pas comment vous auriez fait sans moi. » Vous voyez ? C'est ces fameuses phrases. « Heureusement que tu m'as. Hein. Oh là là, mais demande-moi si tu sais pas. Demande-moi. Mais je comprends pas. Pourquoi t'as pas pensé à m'appeler ? Mais t'aurais dû. Mais tu sais très bien que j'ai pas mal de trucs, moi, comme ça. » C'est vraiment ce genre de personnage-là. Moi, je les aime beaucoup, hein, parce que ça part vraiment de quelque chose de positif, mais qui, en cours de route, elle s'est perdue, quoi. Elle s'est perdue parce qu'elle s'est perdue de sa source. En fait, elle n'est plus connectée à sa source. Donc, apprendre à dire non, ça va être un petit peu difficile au début, parce qu'on va culpabiliser, on va se dire, mais si je dis non, peut-être qu'ils vont plus m'aimer. D'accord ? Comme j'ai toujours eu l'habitude d'être au service et de répondre aux besoins de tout le monde, là, si je refuse certaines tâches, peut-être que ils vont plus m'aimer et ils vont m'aimer moins que les autres. Donc, n'ayez pas peur, vous inquiétez pas, les gens peuvent entendre le non. Parce que quand vous vous dites oui aux autres, vous dites non à vous-même. Mais quand vous dites non aux autres, vous dites oui à vous-même. D'accord ? Parce que c'est du temps que vous allez réutiliser pour vous, à votre service. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, le deuxième point, redécouvrir vos besoins. Donc, vos besoins, l'autre jour, je faisais un atelier et j'avais beaucoup de Wendy dans la salle, dans cet atelier. Et je leur ai fait un exercice. Donc, c'était des dames qui portaient du turban ou le foulard. Et je leur ai dit, alors moi, j'ai fait l'exemple, j'ai dit, OK, puisque vous me dites que vous vous occupez de vous, vous occupez bien de vous, je lui dis, quelles sont celles qui se sont coiffées ce matin sous le turban ? Elles m'ont dit, oh non, Karima, surtout pas, non. J'ai dit, allez-y. Moi, j'ai enlevé le mien. J'aurais dit, regardez, voilà. Je sortais de chez le coiffeur, en plus. Donc... Et donc, elles m'ont dit, ah, mais c'est vrai, tu as raison. J'ai dit, ben oui. Je lui ai dit, des toutes petites choses, redécouvre tes besoins. La brosse qui passe sur tes cheveux, t'as même pas le temps, parfois, de t'asseoir et de siroter ton café et de savoir par où il passe, comme dirait ma mère. De prendre ce temps de calme, parce que les Wendy, elles sont tout le temps au charbon. Donc, redécouvrir ses besoins et qu'est-ce qui te fait plaisir ? Est-ce que ça te fait plaisir d'aider l'autre ? Si tu as envie que ça te fait plaisir, fais-le. Si ça ne te fait pas plaisir, non. D'accord ? Après, si tu es dans une réelle bonté d'âme, oui, fais-le. Mais si c'est juste pour cacher une névrose derrière, de te sentir utile parce que ça vient nourrir des besoins psychologiques, là, c'est autre chose. D'accord ? Donc, redécouvrir tes besoins. Le troisième point, c'est responsabiliser les autres. Les autres sont responsables de leur bonheur. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres. Et tu n'es pas responsable non plus du mal-être des autres. D'accord ? Donc, tu vas... Là, maintenant, je me mets à tutoyer. Alors, on avait cette discussion avec Christian Richaume la dernière fois, qui lui disait qu'on était on pouvait être responsable du bonheur des autres. Alors, je suis curieuse. Je suis curieuse de savoir comment. Ouais. Alors, on fera une émission. On fera une émission face à face, parce qu'effectivement, là, il y avait deux. Moi, je dis, mais on peut pas rendre. On n'a pas ce pouvoir. On n'a pas ce pouvoir de rendre les autres heureux. Non. On peut, par exemple, si vous souriez à quelqu'un, je pense que peut-être qu'il doit parler de ce côté-là. Par exemple, quand vous souriez à quelqu'un, on va pas dire tout de suite vous le rendez heureux. Il parlait du couple. Il parlait du couple. Ah ouais, c'était pas du tout. Ouais, alors ça dépend. Bon, bref, on va pas rentrer. On fera une émission. On fera une émission là-dessus. A-t-on le pouvoir de rendre l'autre heureux ? Exactement, parce que d'accord, j'arrête là-dessus parce que sinon je vais aller sur autre chose. Donc, quand je parlais du troisième point de responsabiliser l'autre, c'est le laisser prendre responsabilité de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de comment il le fait et comment il le dit. D'accord ?
Par exemple, votre enfant, c'est tout simple, hein, la maman qui en a marre, qui est fatiguée, que ses enfants ne rangent pas la chambre et qui n'arrête pas de le répéter, que ça ne fonctionne toujours pas, l'enfant ne range toujours pas sa chambre. D'accord ? Laissez-le subir les conséquences du non-rangement de sa chambre. Même si ça devient une déchetterie. Le Capharnaüm. Laissez-le. À un moment donné, il va en avoir marre de ce Capharnaüm. Par contre, vous pouvez poser des limites et dire ton Capharnaüm ne dépasse pas cette limite. Nous vivons tous en communauté dans cette maison, le vivre ensemble. Donc nous, les espaces communs sont propres, je m'en charge, mais ta chambre, ton bazar ne dépasse pas la porte d'entrée. Donc ça, c'était le 3e point. Le 4e, renforcer l'estime de soi. D'accord ? Et qu'il faut se rappeler, c'est important, que votre valeur personnelle, elle ne dépend pas uniquement de ce que vous faites. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Elle ne dépend pas que de ça. Votre valeur personnelle dépend de votre valeur d'existence. Du fait d'exister, je suis important. D'accord ? Donc ça, c'est important de pouvoir s'en rappeler. Et le dernier point, si vous avez fait tout ça et que ça va toujours pas, là, dans ce cas-là, il faut consulter un professionnel. Oui, Philippe. Il y a des astuces, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Mais à un moment donné, quand c'est bien ancré et que c'est vraiment, on en souffre et qu'on n'arrive pas, et donc on a besoin d'une béquille et d'un soutien pour être accompagné, pour apprendre à dire non. Donc il y a plein d'ateliers comme ça qui existent. Les autres vous aimeront comme vous êtes. Et voilà, oui, mais ça c'est ce matin, j'avais avant de venir ici, j'avais une séance avec une jeune fille avec laquelle j'ai travaillé sur je veux me libérer du regard des autres et de ce qu'ils pensent de moi. Voilà, c'était la phrase avec laquelle on a travaillé, à la déstructurer et à créer une nouvelle phrase pour l'aider, parce que ce sont des croyances, des choses tellement ancrées en nous et on est pétri souvent avec des choses comme ça et qu'on n'a pas de baguette magique pour faire disparaître ces mots. Malheureusement, on aimerait bien, mais c'est pas comme ça que ça marche. Avec l'âge. Oui, parfois avec l'âge. Avec l'âge, on s'en moque de plus en plus. Oui, parce qu'on va. Oui, c'est vrai. Parce que généralement, quand on arrive à la cinquantaine, et on se dit finalement, les autres, c'est la vie des autres. Vous savez, il y a des phrases comme ça. La vie de ceux qui comptent pour nous. Oui. Est important. Voilà. Mais la vie des autres, est-ce qu'on en a vraiment Non, c'est la vie des autres. Non, c'est la vie tout simplement. L'important, c'est les gens qu'on aime bien, qui sont autour de nous. Exactement. Et puis les gens qui sont autour de nous et qui nous aiment, ils nous aiment aussi d'une manière inconditionnelle. Peu moi, importe, je vous aime de façon inconditionnelle. Moi, c'est même pareil. avec ce qu'il y a dans votre bouteille. Mais voilà. Ça y est, on y revient. Voilà, je sais que parfois vous êtes un peu. Je vous jure, c'est que du fenouil. Je vais le faire sentir, vous allez voir. Ah ouais, en plus du fenouil. Moi, j'aime bien le fenouil en plus. Ah oui, c'est bien le fenouil. Bien, alors le syndrome de Wendy, vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Vous pouvez regarder l'émission sur les constellations familiales. Oui, aussi. Et comment se libérer du syndrome de la gentille fille ou de la fille ingrate également. Merci Karima d'avoir été avec nous. Merci à vous Philippe, merci à nos auditeurs et auditrices. Et bon matin sur Beurre FM.